Replacer l'Afrique au cœur de la diplomatie mondiale. Pour ce deuxième sommet seulement en 8 ans entre le continent et les États-Unis, les dossiers sont nombreux. Côté américain, Washington espère obtenir le soutien des pays africains contre l'intervention russe en Ukraine, indispensable dans un contexte international tendu et alors que l'Afrique est de plus en plus courtisée. C'est la Chine qui a instauré ce type de sommet et qui a eu un immense succès dès le départ. Et ça l'a inspiré d'autres pays. On a eu Turquie-Afrique, on a eu Inde-Afrique, on a eu... et les États-Unis, évidemment, ne sont pas en reste. Dans les relations bilatérales, c'est toujours bien à un moment donné de rencontrer les dirigeants et c'est exactement ce qui se passe. Une cinquantaine de chefs d'État africains sont attendus aux États-Unis. Pour la RDC, ce déplacement est l'occasion de faire pression sur son voisin rwandais qu'elle accuse de soutenir militairement la rébellion du M23 dans l'est du pays. L'Éthiopie, de son côté, souhaite renégocier les accords commerciaux avec Washington et demander une levée d'un certain nombre de sanctions imposées à Addis Abeba depuis le début de la guerre au Tigré il y a 2 ans. Chacun vient donc avec ses priorités et c'est bien le problème, selon Marie-Roger Biloa. Il s'agit à la fois de renouveler l'engagement économique. Évidemment, il est question de paix, de sécurité, de bonne gouvernance. On parle de démocratie, de droits humains, de la société civile. On parle de la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, la réponse à la crise climatique, l'éducation des jeunes. Vous voyez, c'est à peu près tout. C'est un catalogue complet. Évidemment, qui trop embrasse mal les trains, c'est clair. C'est sûr qu'on sera certainement assez déçu de ce qui va en sortir. Lors de ce sommet de 3 jours, le président américain Joe Biden devrait aussi plaider pour l'intégration de l'Union africaine au G20 et au Conseil de sécurité de l'ONU. Cyril Ramaphosa en campagne samedi au Cap pour les élections à la présidence de l'ANC prévues la semaine prochaine. Il affronte son ancien ministre de la Santé, Zweli Mkhize. Le vainqueur pourrait présider aux destinées de l'Afrique du Sud en cas de victoire de l'ANC aux élections de 2024. Nous devons avoir cette conversation en tant qu'hommes et travailler sur les stratégies et les actions que nous, les hommes, devons mener pour mettre fin à la violence sexiste. En plein rassemblement électoral, une pancarte portant l'inscription « Corruption égale Ramaphosa » rappelle le scandale de corruption dans lequel il est empêtré. Je ne veux pas mentir, j'aime le voir, j'étais heureux de le voir, mais la corruption de l'ANC tue notre communauté et notre pays. Bien qu'acclamé par ses partisans, Cyril Ramaphosa, 70 ans, sait que le plus dur est à venir. Mardi, en effet, le Parlement décidera s'il lance ou non une procédure de destitution contre le président sud-africain. Nous allons gagner cette guerre, c'est certain. Nous allons protéger notre pays, nos familles, notre souveraineté, notre démocratie, notre liberté aux frontières européennes. Ces attaques terroristes qui visent nos infrastructures civiles, électriques, ce ne sont que des attentats commis par la Russie, par Poutine. Mais nous survivrons car le monde civilisé nous soutient. Et tous les pays civilisés nous soutiennent sur tous les plans, sur le plan militaire, sur le plan des sanctions, des finances. Et à présent, l'autre défi qui se pose, c'est l'énergie. Mais nous recevons des générateurs, des transformateurs et d'autres équipements électriques qui nous aideront à survivre en dépit de ces attaques terroristes. En fait, nous avons suffisamment de réserves de gaz naturel, de charbon, et nous avons maintenant suffisamment de générateurs. L'année dernière, nous avons reçu plus de 3000 générateurs et à présent, nous en recevons de tous nos partenaires. Nous avons besoin de milliers de générateurs. Et je pense que nous les aurons cet hiver. Cela nous permettra de survivre. Mais un autre défi se pose, c'est celui de l'accès à l'eau potable.
et à d'autres services publics. Donc c'est la difficulté la plus grande, mais avec le soutien de nos partenaires, de la France, nous arriverons à passer cet hiver. Le gouvernement fera tout pour que notre peuple puisse survivre. Nous leur fournissons du bois, des équipements mobiles spéciaux. Nous avons créé des centres mobiles où les personnes peuvent se réunir pendant les coupures d'électricité pour se réchauffer. On y trouve de l'eau, du chauffage, l'accès au réseau, de l'électricité. Donc nous sommes préparés pour cet hiver. Nous protégeons notre propre territoire. C'est là notre objectif principal dans cette guerre. Nous n'avons pas d'autre objectif que de libérer le territoire ukrainien dans ses frontières reconnues internationalement de 1991. C'est notre seul objectif. Nous sommes préoccupés, comme tous les pays civilisés, à cause des paroles qu'a proférées le président Poutine, mais aujourd'hui, tous les pays civilisés sont opposés à cela et sont tous préoccupés. Et nous espérons que cela n'arrivera pas parce que cela pourrait avoir des conséquences terribles. Pas simplement pour l'Ukraine, mais pour toute l'Europe. Nous voyons tous, et nous le ressentons en Ukraine, Poutine continuera sa campagne de terreur avec ses frappes de missiles. Nous avons tout d'abord besoin de systèmes anti-aériens pour protéger notre espace aérien, notre infrastructure civile et notre population. Ça, c'est notre priorité absolue. C'est d'avoir ces systèmes de protection pour notre espace aérien. Deuxième priorité, c'est d'avoir suffisamment de munitions pour notre artillerie et d'avoir des chars modernes pour stabiliser la ligne de front et pour lancer des contre-offensives pour libérer notre pays. Troisième priorité, c'est d'avoir des équipements modernes. Nous devons libérer notre pays. Nous n'avons pas besoin d'équipements offensifs. Nous souhaitons protéger notre territoire. Et pour cela, nous avons besoin d'armement. Nous pensons que la meilleure garantie de sécurité pour la Russie, c'est d'arrêter la guerre, qu'il y ait un changement de régime et que l'on passe à une démocratie. C'est la meilleure garantie qui est entre les mains de la Russie. Les pays civilisés ne souhaitent pas attaquer la Russie et ne peuvent pas changer la Russie de l'intérieur et sa société. Donc tout d'abord, la Russie doit trouver ses garanties à l'intérieur de son propre pays. Nous pensons que la Russie doit mettre un terme à cette guerre et ensuite nous serons tous en sécurité. Chers compatriotes, peuple combattant du Burkina Faso, de l'intérieur et de la diaspora. 11 décembre 2022, cette date marque le 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Je n'irai pas vous faire un discours cette année parce que l'heure n'est pas à la fête. Notre indépendance n'est pas acquise parce que nos terres sont occupées. Notre économie est balbutiante et nos mains sont liées. Voilà pourquoi je tenais à m'adresser à vous à travers ce petit message dans ces moments précis. Il y a quelques semaines de cela, le destin du pays changeait le 30 septembre. Nous disions que nous sommes révoltés et aujourd'hui, date anniversaire de la fête de l'indépendance, nous sommes encore plus révoltés. Le combat pour l'indépendance totale a commencé il y a quelques semaines de cela. Et ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs,
nos comportements et le redressement de notre économie. La bataille contre l'ennemi qui occupe nos terres est en train de commencer. Cette bataille est à son préambule. C'est le lieu pour moi donc de féliciter les unités engagées pour les premières opérations terrestres et aériennes. Les encourager pour le don de soi, le sacrifice et tout ce qu'ils donnent pour cette nation. Aux unités encore engagées il y a de cela quelques mois, sinon plusieurs mois, qui tiennent encore bon sur le terrain, je les réitère encore mes félicitations. Aux forces vives de la nation, nous disons merci pour l'appel que nous avons pu faire à l'égard de toute la population. Cet appel a été entendu et c'est le lieu pour moi de féliciter tout le monde pour l'engagement, notamment pour les VDP et aussi pour l'accompagnement de l'armée. Les ravitaillements qui ont suivi ces derniers jours, je puis vous rassurer que nous avons été comblés par des Burkinabés qui ont accepté de nous donner leurs camions pour aller ravitailler des Burkinabés. Cela témoigne que la solidarité est en train de naître. C'est tout ce que nous demandons. Pour l'encadrement et la formation des VDP, nous avons reçu des dons de toute nature, allant des vivres aux équipements, aux travaux d'infrastructure. Nous disons merci à ce peuple qui commence à se souder, qui commence à être solidaire pour cette bataille. Nous en avons besoin et merci encore. Au Burkinabé de la diaspora, nous disons merci pour toutes les contributions en nature et en espèces. D'ailleurs, nous avons rencontré les partenaires sociaux dans ce sens pour encore demander plus de sacrifices aux Burkinabés afin que cette lutte soit menée par les Burkinabés pour libérer les terres du Burkina Faso. Ce message, nous tenions à le passer pour encore dire merci à tous les peuples qui se battent et merci à tous ceux qui nous accompagnent, qu'ils soient burkinabés ou non burkinabés. À ce jour donc, nous n'allons pas fêter parce que le combat qui est engagé doit contribuer à ce que notre indépendance soit totale. Sur ce, j'appelle tous les Burkinabés à un changement de comportement, à revoir nos valeurs, parce que cette bataille pour l'indépendance totale passe par la guerre que nous menons, par les armes, mais je le disais tantôt, par l'économie également. Cette bataille du côté économique passe forcément par la lutte contre la corruption. Cette lutte également est enclenchée. Notre lutte ne s'arrêtera que lorsque tous les enfants du Burkina Faso mangeront à leur faim et dormiront tranquillement dans leur pays. Nous sommes engagés pour cela et ce combat, nous allons le mener. Notre espoir est encore plus grand. Nous ne doutons aucunement de ce qui va se passer et de l'avenir de cette bataille. Restez confiants, restez soudés, restez mobilisés derrière les forces de défense et de sécurité, restez soudés et mobilisés derrière nos vaillants VDP et l'espoir est permis parce que nous ne lâcherons pas, nous irons jusqu'au bout de ce combat pour l'indépendance totale de notre patrie. Merci à vous, chers compatriotes, et je ne saurais terminer mes propos sans souhaiter prompt rétablissement à toutes les victimes, tous les blessés de cette barbarie et prier encore que les âmes des défunts reposent en paix. Les Maasai se sont retrouvés samedi dans la réserve de Kimana, à environ 200 km au sud de Nairobi, près de la frontière avec la Tanzanie, à l'occasion de la 5e édition des Jeux olympiques Maasai. Initiée en 2012, la compétition invite les Maasai à chasser les médailles et non les lions. Les guerriers Maasai devraient en effet prouver leur virilité en tuant un lion selon leur tradition. Les Maasai ont tué des lions dans le cadre de nombreuses activités pour montrer leur bravoure ou par représailles quand les lions s'en prennent au troupeau. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour leur dire que cet écosystème, cette vie sauvage, est très importante.
Quelques 160 jeunes Maasai, 120 hommes et 40 femmes participent à la compétition. Ces épreuves, à l'image de ce saut en hauteur où il est question de bondir pour toucher une corde avec le haut de son crâne, rappellent le coutume local. Les vainqueurs ne reçoivent pas de médailles, mais des têtes de bétail, une source de revenus importante chez les Maasai. Cela aide les Maasai à mieux connaître les animaux. Ils apprennent des notions sur la protection de l'environnement, de leur bétail et aussi sur les 5 grands animaux de ce sanctuaire. Il y a urgence en effet. Au Kenya, le nombre de lions est passé d'environ 30 000 dans les années 1970 à environ 2 000 aujourd'hui. Une décennie après le lancement de ces Jeux olympiques, les organisateurs ne cachent pas leur satisfaction. 10 ans plus tard, nous sommes passés de 12, 15, 20, nous ne savons même pas où ils se cachent, à plus de 250 lions dans la même zone. Parce que les Maasai ont cessé de les tuer en échange d'une compensation et de cette compétition d'athlétisme. Mais outre le braconnage, les lions sont aussi menacés par une sécheresse d'une intensité inédite depuis 40 ans qui touche le Kenya, pays d'Afrique de l'Est, connu pour la richesse de sa faune. Oh!